l'armée des romantiques. Après, je vous préviens, hein, moi je regarde ça en mode fanboy. Ça veut dire que des fois, je n'ai rien à vous apprendre hormis ce qu'on va regarder. Genre vraiment, là je vous demande à tous les fans de rap, à tous ceux qui sont pas sensibles aussi à l'art en général, au-delà du rap, s'il vous plaît la famille, je vous demande un peu de curiosité, un peu de passion. Ça va être un peu stylé ce qu'on va voir là. Là, on retourne dans l'histoire, on retourne dans le passé, on va début 19e. Constater ce qu'a été la Révolution française. Qu'est-ce que ça a créé dans la société? Quelles sont les déceptions? Quelles sont les volontés de cette jeunesse qui s'est perdue dans des rêves jamais assouvis, jamais réalisés? C'est ce qu'on va voir là juste maintenant. Ça va être incroyable le chat, je vous préviens. Là, tous les fans, tous les gauchistes de toute façon, et les gauchistes trop assurés aussi. Non mais là on va prendre une petite claque. Là on va prendre une petite claque d'esthétique. Après j'aurais aimé le faire à un live en mode un après-midi, qu'on fasse ça sur 8 heures. Mais vas-y, là vu que c'est le sujet, je sens le truc de faut le faire maintenant. Bref. Let's go, ça va me rappeler mes cours. Mais au pire, on discutera. Le logo INA. On est où? C'est vrai, le logo INA. Non, bon, alors, tu m'as convaincu, frérot. Putain. Après, mais moi, je suis choqué de mon débit de parole aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé de pas fumer pour pas bader. Et peut-être que ça a aidé. Mais je vous jure que des fois, je vous jure que ça me rappelle. Enfin, bref. Bref. Après, je peux pas tout vous raconter de ma vie sur mon rapport à la drogue parce que c'est un PB un peu. Mais c'est plutôt positif. Enfin, j'essaye de l'être. Hop, hop, hop. Et vous pouvez faire des dons aussi, hein. N'hésitez pas à faire des dons hein, si vous aimez ce qu'on raconte ici. Le chat, vous savez, hein, financez. Hein. Financez, soutenez. Hein. Sans vous, le contenu n'existe pas. Hein. Je le rappelle. Hein. Hop, 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 hop. Continue comme ça, let's go. Oh là là, Jinai, les 5 abonnements de Jinai. Merci énormément. Merci, Jinai. Merci beaucoup, Jinai. T'es vraiment ce Jedi. Celui qui vient me sauver des forces des ténèbres. Le vaxeur. Merci, Jinai, mon con. Merci, t'es trop gentil. T'es trop gentil. N'hésitez pas à la famille, faites comme Jinai. Merci, frérot. Merci encore de soutenir. Franchement, ça me touche de fou. Merci hashtag dièse pour le sub offert à PJZ. Merci la famille. En ce début du 19e siècle, théâtre, musique et peinture enflamment les esprits. Un nouveau courant artistique, le romantisme, déferle sur la France. Une jeune génération d'artistes, inspirés par leurs voisins anglais et allemands, est bien décidée à révolutionner l'art. De leur engagement artistique va naître une conscience politique. Tandis que dans la rue, le peuple gronde et réclame la République, ils n'auront de cesse de se battre tant que la liberté ne sera pas au pouvoir. Je suis trop heureux. Leurs idées, leurs œuvres vont profondément bouleverser la société française. Tremble l'ancien monde. La modernité est en marche et rien ne peut plus l'arrêter. Ce qu'on appelle modernité, c'est et la révolution politique, on va dire, alors ce que certains vont appeler printemps des peuples, mais aussi la révolution de 89 qui va influencer toute l'Europe, mais aussi toute la révolution industrielle, le chat. Hein. Ça veut dire la fin de l'artisanat pour l'avènement des cités ouvrières, des usines, de l'individualité de la tâche, l'individualisation de la tâche, et qui s'est construit peu à peu, hein, parce qu'en vrai, là, début 19e, on reste sous une forme de rapport artisanal, il y a encore des manufactures, etc. Mais on y vient, on y vient. La révolution grecque, je savais pas. Non, je vais laisser la VOD. On a le droit de regarder Arte en replay, non? C'est Arte le chat, on a le droit. Je connais pas la révolution grecque. Oh, Paris. C'est Paris. Bah dites-vous le chat, quand on a fait le stream IRL avec Moufette, on était sur ce... Non, sur ce pont. On était sur ce pont. Parce que la conciergerie, c'est là. C'est un peu magique, non? Je sais pas, moi ça me fait rêver, pardon.
Et c'est là où je donne raison aussi aux fantasmes symbolico-historiques qu'on a de Paris, quoi. Et qui est travaillé pour qu'on ne garde que ça, enfin, que la magie, enfin bref. 1827. La Restauration a rétabli la monarchie. Le roi Charles X est au pouvoir. Ça manque de drapeau LGBT, bah t'inquiète. Aujourd'hui, il y a la Pride qui passe par là. T'inquiète qu'ils les sortent, les frérots de la Pride. Ils gênent pas, je te rassure. Les rêves de liberté et de gloire se sont évanouis avec la fin de la Révolution française et la chute de l'Empire. La Pride, elle passe par là. Pourtant, toute une jeunesse se presse dans la capitale. À la pointe de la mode et des idées nouvelles, ces jeunes gens n'attendent qu'une occasion pour se faire un nom. Comme un certain Alexandre Dumas. Il ambitionne de devenir le plus grand poète dramatique de Paris. Il y a 5 ans qu'il a quitté Villers-Cotterêts, sa ville natale. J'ai jamais lu Dumas. Si, j'ai lu le Comte de Monte-Cristo. Depuis, moi j'ai lu que le Comte de Monte-Cristo de Dumas, mais incroyable. Il survit grâce à sa place de copiste au service du duc d'Orléans, le cousin du roi. Dès qu'il le peut, il s'arrache à sa besogne pour écrire du théâtre. Mais la concurrence est rude. Ouais, Victor Hugo, ce jeune poète dont le nom est sur toutes les lèvres, a les mêmes aspirations. Tous deux rêvent de la comédie française. Tous deux admirent Shakespeare. La modernité de cet écrivain pourtant vieux de 2 siècles exalte leur imagination. Après moi, je ne connais pas ce qu'a apporté Shakespeare esthétiquement. Mais comment il s'appelle là, la pièce où c'est un mort qui finit par sortir avec une Britannique. Et après, il y a tout un dilemme. Et le mort se révolte et ils finissent par le buter. Je l'avais vu au théâtre petit, emmené par l'école. La claque que j'ai prise, c'était incroyable. Incroyable. Du coup, je crois Othello. Exactement, PJZ. Othello. Quelle la frappe, Othello. On n'en parle jamais. En plus, ça ferait un bon son de rap. Tu pourras faire Othello. J'ai regardé Othello. Ouais, non, mais désolé, c'est le 11 rappeur à suivre, pardon. Le poète anglais a le goût de la vérité et la haine du convenu. Comme lui. Il n'y a pas de temps à perdre. Alexandre doit être le premier. Il a l'énergie de ses 25 ans. Les paris sont lancés. Dumas se laisse emporter vers les boulevards. Il est grand et sûr de lui. Il sait qu'il ne passe pas inaperçu et ce n'est pas pour lui déplaire. Il a l'habitude d'être raillé sur ses origines. Petit-fils d'un marquis et d'une esclave affranchie de Saint-Domingue, il n'entend pas le cacher. Wow, c'est vraiment un produit tu sais, c'est un produit direct de ce que c'est la colonialité, quoi. Vraiment horrible. Lorsqu'un pédant s'attaque à lui, il sait quoi répondre. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce soir, un vaudeville. Oh non, n'ayez pas peur, je vous promets du rire, de l'exotisme, de quiproquo. Place au spectacle, place à Alexandre Dumas et sa... Le quiproquo, je crois que c'est un délire depuis Molière, en mode... C'est un... Comment ça s'appelle ? À Skip, le quiproquo dans le théâtre, à partir de Molière, c'est grave un ressort narratif pour justement permettre, à travers une scène de gêne ou de malentendu, genre tout un rapport aux mœurs, tout un drama politique, etc. etc. Voilà. Je trouvais que c'était des barres quand je l'ai appris. Voilà, je fais écrarer le mec en histoire littéraire. Je vous dis, je vais être chiant. La pièce, la noce et l'enterrement. Alexandre se sent chez lui sur le boulevard du Temple. Il aime son effervescence. Ici, tout est matière à spectacle. Adultère, assassinat, faits divers. Oui, c'est ça, le mélodrame s'écrit au kilomètre, sensationnel et outrancier pour le plus grand plaisir de ce public populaire. Mais Dumas ne peut se contenter du boulevard du crime. S'il veut vivre de sa plume, la comédie française est le seul sésame. Victor Hugo est flatté. Charles Gosselin, le célèbre éditeur parisien, l'a remarqué. Victor s'emballe. Il parle poésie et théâtre, mais Gosselin l'arrête. Il veut un roman à la Walter Scott. Cette mode anglaise du récit historique fait fureur dans toute l'Europe. Une commande qui ne nuirait pas à sa jeune notoriété. À 25 ans, Hugo est la figure montante de la littérature française. Tandis qu'il traverse le quartier latin... Donc du coup, on va jouer le jeu de... Eux, c'est Zawa quand même. Du coup, faut savoir c'est qui Alexandre Dumas, c'est qui Victor Hugo. Faut donner des personnages Zawa à eux. On va être dans cet égocentrisme, je vous préviens. Il rend les saluts discrets des étudiants qui le reconnaissent.
Marié, père de 2 enfants, pensionné par le roi, Victor a toujours été précoce. Bah. Fasciné par la figure de Napoléon, déjà couronné de gloire au même âge, il ne peut s'endormir sur ses lauriers. Il est persuadé que c'est le théâtre qui lui apportera le succès. Adèle, son amour depuis l'enfance, le sort de sa rêverie. Elle connaît ce regard conquérant. Elle se souvient qu'à 14 ans, il disait vouloir être Chateaubriand ou rien. Adèle sait qu'il ne plaisante. Victor Hugo, c'est vraiment un contre-révolutionnaire, je le déteste. Je le déteste, c'était un homme de droite. Jamais je n'ai aimé Victor Hugo. C'est un faux républicain. Quoi? Il a été conservateur. Il a aimé Napoléon et Chateaubriand. Je ne le pensais pas. Oh, vraiment l'étard, hein. Vraiment l'étard, sa vision de l'art, c'est ça. Hein. Je dis quoi? J'ai appris que Victor Hugo était conservateur. Jamais je n'aimerais Victor Hugo. N'était qu'à moitié. Hugo gentrifie le romantisme. Ils sont attendus à l'Arsenal, chez Charles Nodier. Son salon littéraire réunit la jeune création française. On y découvre les nouveaux talents. On y lit les derniers écrits des jeunes auteurs à la mode, Vigny, Lamartine, Sainte-Beuve. Et si je dis pas de bêtises, Chateaubriand, c'était un naturaliste. Et dans son bouquin, là, j'ai oublié c'est quoi son bouquin qui l'a fait percer, là. Mais le bouquin qui l'a fait percer, en gros, c'est un peu une ode à l'ancien temps, quoi. Il était conservateur en mode pro-monarchie. Bah, c'était plus pro-empire. C'était plus Napoléon, c'est un événement raté de l'histoire. Au final, est-ce que c'était pas un peu mieux avant la Révolution? Parce que Napoléon a été empêché. Et donc, du coup, génie du christianisme et Atala René. Oui, voilà, c'est ça. Putain, faudrait que je relise ce genre de bail. Mémoire d'outre-tombe. Non, c'est mémoire d'outre-tombe. Ouais, j'ai tous mes cours qui reviennent en tête, là. Mais oui, bref. Globalement, c'était un peu un réac, quoi. Et après, en même temps, quand on vient, le chat, c'est aussi un fait de l'histoire que quand on arrive à des crises du système de ta société, eh bien en fait, t'as tout un pan de la société qu'on vient à se dire que c'était mieux avant. Voilà, c'est con, mais dans l'histoire, je vous jure que c'est une dynamique qui revient tout le temps. Genre vraiment, hein. Ça veut pas dire que ces gens-là ont raison, mais bon, ça permet d'excuser individuellement à la bêtise de l'homme, quoi. Surtout chez notre cher Hugo. Arrive, l'assemblée retient son souffle. Victor galvanise ses amis avec quelques vers qu'il vient d'écrire. Nous froissons dans nos mains, hélas inoccupées, délire à défaut d'épée. Nous chantons comme on combattrait. Le poète a su mettre en mots ce qui anime chacun d'entre eux. L'art doit être l'expression d'un combat politique, l'arme d'une génération qui veut changer le monde. Tous se rangent derrière lui, tous l'admirent. C'est trop beau. Mais tandis que Victor valse avec Adèle, il garde la tête froide et mesure le chemin qui lui reste à parcourir. À quelques rues de là, une lueur résiste à la nuit. Oh, c'est Delacroix, mon gars. C'est mon gars, lui. Sous mescaline, là. Dans son atelier, Eugène Delacroix peint comme un forcené. Il était invité chez Nodier, mais il n'a pas le cœur aux mondanités. Voilà des semaines qu'il a commencé cette toile. Il doit la terminer à temps pour le prochain salon du Louvre. C'est peut-être sa seule chance de décrocher des commandes officielles. Et donc de vivre, de continuer à peindre. À 29 ans, cet orphelin d'une grande famille bourgeoise ruinée entend bien se faire un nom. Oh, j'aime trop le côté revanchard. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Ses yeux le brûlent, mais il ne lâchera pas ses pinceaux avant d'avoir achevé son tableau. Il ne craint pas le scandale qui l'attend. Il faut choquer son époque pour faire carrière. Il s'inspire du livre d'un romantique anglais, Lord Byron. Sardanapale. Un nom qui sonne comme une provocation. L'histoire terrible et superbe d'un roi d'Orient qui, face à la défaite, ordonne l'exécution de ses femmes, ses chevaux et ses chiens avant de s'immoler dans un immense bûcher
pour que rien de ce qui avait servi à son plaisir ne lui survive. Putain, mais Goebbels, il a fait pareil. Littéralement Goebbels. Hein. Ils vont en parler de l'orientalisme. Quelques jours plus tard, le salon de peinture du Louvre prépare son ouverture. Delacroix a travaillé jusqu'au dernier moment. Sa toile est à peine sèche. Il a invité Victor Hugo à assister à l'accrochage de son tableau. Oh là 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 là, le chat, la révolution là. Là, c'est la révolution. Devant Sardanapale, le poète est ébloui. Delacroix a su capter l'intensité de ce moment indicible où tout va basculer, où le temps semble suspendu entre vie et mort. Face à la toile de Delacroix, une œuvre monumentale de Dominique Ingres, l'apothéose d'Homère. Qui est magnifique. Le tableau aussi, est encore inachevé, malgré tout, Hugo mesure le gouffre qui sépare Ingres et Delacroix. À la vision rigide et figée d'un classicisme académique, répondent la fougue et la violence d'un jeune peintre dont l'obsession est de transcrire la passion, le tumulte de la vie. Hugo admire son ami. Il a réussi à peindre ce qu'il veut écrire. Sardanapale est comme un manifeste du romantisme. La toile traduit l'ardeur et la volonté d'une génération qui veut prendre sa place. À l'automne 1827, le salon ouvre ses portes. Personne ne reste indifférent. Les critiques crient au génie ou au scandale. La bataille entre classique et romantique est lancée. Pauvre ces Zawaprod. Je suis désolé, j'ai décidé, c'était Zawaprod. C'est tout le discours que Raz et Dany ont fait sur l'importance de l'esthétique à gauche. Je suis désolé si vous comprenez toujours pas pourquoi je compare les romantismes à ce débat-là, vous avez rien compris. C'est quoi, pendant qu'au Louvre, Sardanapale déchaîne les passions, Paris s'enthousiasme pour les pièces de William Shakespeare. Au théâtre de l'Odéon, une troupe anglaise fait tous les jours salle comble. Pour l'occasion, Eugène Delacroix a réuni deux de ses amis, Victor Hugo et Alexandre Dumas. Alors, ça me calme. Ils se sont fait bouillave les romantiques par les réalistes, mais il n'y aurait pas eu de réalistes sans romantiques. Et les naturalistes, il y en avait déjà. Les naturalistes, ils ont permis le romantisme d'exister. Et en soi, le naturalisme, c'est un mouvement qui traverse tout le 19e siècle en soi. Sur la scène se jouent Roméo et Juliette dans sa langue originale. Sous les yeux de ces jeunes romantiques, c'est tout un monde de passion qui se dévoile. Hugo ne peut décoller ses yeux de la scène. Delacroix ne s'autorise qu'une larme, mais à l'intérieur, il est bouleversé. Dumas est fasciné par le naturel du jeu des comédiens. Il connaît les répliques par cœur. Cuck un peu Roméo et Juliette. Bah, le final, à l'échelle des valeurs d'aujourd'hui, oui, c'est Cuck. Mais en vrai, c'est l'amour impossible qui est narré dans Roméo et Juliette. Et moi, justement, je trouve ça trop beau. Et surtout qu'en plus, l'amour impossible, tu peux l'ancrer au-delà d'un schéma de rivalité entre deux familles, deux bandes, ou tout ce que vous voulez. C'est aussi l'impossibilité d'une histoire d'amour en général. Après, le récit de l'empêchement, tu le places où tu veux. Ça peut être une famille, ça peut être la pauvreté, ça peut être, je sais pas, tout ce que tu veux. Mais je trouve, en vrai, c'est une belle pièce, hein. En vrai, de vrai. Quelques rangs plus haut, la vie d'un jeune musicien de 25 ans est définitivement en train de basculer. Hector Berlioz
est subjugué. Il ne comprend pas un mot d'anglais, mais il ne peut détacher son regard d'Harriet Smithson, l'actrice qui joue Juliette. Son cœur vacille. Il s'enflamme. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est tout un orage. L'intensité de la jeunesse, l'exaltation des sentiments, la folie, la mort, tout est là. Quelle modernité, quelle audace! Victor Hugo est intarissable. Son prochain drame, Cromwell, sera shakespearien ou ne sera pas. Non, les mouvements naturalistes aussi. Alors peut-être que je les confonds avec les mouvements physionomistes, Sam Cam. Mais en vrai, il y en avait déjà. Déjà, en vrai, les mouvements naturalistes, je crois qu'il y avait déjà des auteurs naturalistes en Allemagne et en Angleterre avant le début du 19e. Et aussi, je crois que c'est aussi toute la mode liée aux arrivées des encyclopédies, aux volontés de dépeindre la nature, de la décrire, et aussi de catégoriser le réel de la même manière dont on a appris, grâce à l'encyclopédie, à catégorifier la nature. Et je crois que c'est aussi ça le penchant du romantisme. Ouais, je viens de vérifier, le terme naturalisme est recensé pour la première fois en 1806 par Zola. Ah ouais? Mais attends, naturalisme allemand. Je suis pas fou. Moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Hein. Ah ouais, 1880. Ah ouais, attends, non, parce que là, il m'a pas mis allemand. Est un art nouveau. Non. Non. Catégorie naturalisme allemand. Et bah, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Peut-être que je vous dis de la merde. Voilà, corrigé. Quelqu'un a un chat GPT pour vérifier là? Il faut abolir la sainte règle des 3 unités, de temps, de lieu et d'action. Il faut être libre pour écrire. En silence, Alexandre Dumas se dit exactement la même chose. Peut-être que je confonds avec les physionomistes, hein. Berlioz, lui, se sent comme le héros malheureux d'une tragédie. Un héros sans le sou, terrassé par l'amour d'une femme sublime adulée par la critique. Il n'a rien. Mesquine. Elle est tout. Putain, c'est vraiment ce Neuil, hein, qui veut cette latina. C'est le Neuil qui veut la latina. Hein. Ah, la scène, pardon, je vous remets. Comment faire pour conquérir son cœur? Elle ne sait même pas qu'il existe et qu'il est là pour elle, tremblant d'amour et de désir. Oui, c'est les 11 rappeurs à suivre. Ah voilà, c'est ça, je suis pas fou. Le terme naturalisme a été utilisé pour la première fois dans un contexte philosophique et littéraire du 19e siècle. Il désigne dans une manière d'aborder la réalité en s'appuyant sur des principes scientifiques, souvent en opposition à des concepts idéalisés ou spirituels. Ok. Bon, après, ça ne donne toujours pas la date. Mais moi, on m'avait dit que, en fait, le naturalisme, en vrai, ça s'inscrit sur tout le 19e siècle aussi parce que ça a préexisté en Europe. Et que, bref, mais peut-être que je suis fou, hein. Comment peindre ses sentiments? Faire éclater la poignante vérité de son amour? Si les poètes ont des mots pour exprimer leurs tourments, lui a sa musique. Et il ira chercher toute la palette d'un orchestre symphonique s'il le faut. Oui, une symphonie. Superbe, grandiose. Une symphonie fantastique. La nuit cache l'ambition d'un autre artiste. Honoré Balzac. Ah voilà, attendez, parce que... Ah voilà, il parle de Balzac en plus, donc je suis désolé, on va devoir faire le actualiste sur le naturaliste là, parce que c'est mon petit ego d'étudiant de littérature qui prend un coup. Wortbüten. C'est où le truc sur le naturalisme? Alors, CTRL F, je vais faire comme Ruffin. Ah, j'ai faim, je vais faire comme Ruffin. Ah, j'ai faim.
George Foster. Bon, c'est chiant. Voilà, bon, il y a écrit 1792, j'ai raison. Hop. J'ai la flemme de lire la page wiki. Rituel. À minuit, il enfile une robe de moine. L'écriture est un sacerdoce. Pour ne pas s'abîmer les yeux, il choisit des feuilles bleues. Et pour tenir jusqu'au petit matin, il se prépare un café dont le savant mélange n'appartient qu'à lui. Il était accro au café, hein. Sa plume de corbeau en main, il est enfin prêt. Il était turbo accro au café, hein. Vraiment. Il a 28 ans. Et pour survivre, il accepte toutes sortes de commandes d'éditeurs à la petite semaine. Cette fois, il rédige un fascicule sur l'art de mettre sa cravate enseigné en 16 leçons. Putain, c'était vraiment ce mec du développement Pas personnel. question qu'il signe de son nom une de ses cochonneries littéraires. Il lui faut un pseudonyme. Il signera le baron Émile de L'Empesé. Encore un œil à 4h du mat. Au petit matin, Honoré se sent découragé. Depuis 7 ans qu'il a pris la décision de devenir écrivain, il n'a produit que de la littérature marchande. Ce n'est pas comme ça qu'il regagnera l'estime de sa famille et qu'il réalisera son rêve de devenir le Napoléon des lettres. Pourtant, il se l'est promis. Ce que l'empereur a commencé par l'épée, il l'achèvera par la plume. Cette phrase qu'il a collée sous son buste de Napoléon lui donne des forces pour affronter une nouvelle journée de labeur. Putain, c'est l'atelier Bissor ou... Putain, il savait... C'est ouf quand même que ce soit tous un peu des anciens réacs, un peu conservateurs, qui finissent par être le fruit de la pensée progressiste de leur époque, quoi. Franchement, je trouve que la contradiction, elle est folle, hein. Ça fait 2 ans que Balzac est propriétaire et patron d'une imprimerie, rue Visconti. Il est convaincu que cette industrie en plein essor bouleversera bientôt la littérature en démocratisant le livre. Il a plein d'idées. S'intéresse... Mais est-ce que, comme à l'image d'Hugo, t'as pas tout ce truc aussi de la glorification passée de personnes de sa famille qui a été se battre pour des valeurs nobles, qui a été, je dis entre guillemets noble, hein, parce que c'est pas ce que je pense, mais qui a été l'Empire, qui a voulu défendre ses frontières, et papa a été lutté, il n'est pas revenu du combat. Genre, est-ce qu'il y a de ça? Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Parce que, hormis la nostalgie et le rapport un peu tragique au nouveau siècle, je ne comprends pas. Genre. C'est la typographie, à la mise en page, tout doit compter pour séduire le lecteur. Si seulement son sens de l'innovation ne se heurtait pas à son principal défaut. Balzac n'est pas un gestionnaire. Il sait que ses caisses sont vides et qu'il ne pourra pas payer ses ouvriers. À moins que... il emprunte et s'endette encore plus. Le jeu en vaut la chandelle. Ah, sa famille lui dira non. Il leur doit déjà 50 000 francs. C'est énorme à l'époque, hein, 50 000 francs. Mais sa protectrice, Madame de Berny, il saura bien la convaincre. Devoir aux gens qui ont trop, c'est au contraire compenser les misères et tendre au rétablissement de l'équilibre social. Un argument irréfutable. Au diable les factures, il faut prendre l'air. Marcher stimulera son imagination. Oui, Papa Lenny, oui. De fond. Physiologiste et observateur hors pair, Balzac trouve son inspiration au milieu de ses contemporains. Anonyme parmi la foule, il oublie ses problèmes d'argent et se laisse happer par les conversations animées du café turc. Il préfère la bonne. Oh, que voulez-vous que je vous dise? Vous exagérez. Il note 2 choses. Il est entouré de femmes et leurs conversations tournent toutes autour du même sujet, leur mari. Pas même un bouquet de fleurs. Il semble que ces messieurs soient aveugles aux choses de l'amour. Et les amants ne valent guère mieux. Il imagine un livre sur le mariage et l'adultère, mais du point de vue des femmes. Il a déjà le titre. Physiologie du mariage. Ça risque de n'être pas du goût de tout le monde.
son livre sera cru. Il n'usera d'aucune langue de bois. Ne commencez jamais un mariage par un viol. Le sujet est sensible. La prudence est de mise. Il signera son ouvrage, un jeune célibataire. J'aime bien parce que, Et voilà. d'une certaine manière, c'est une forme de condamnation du viol. Et en même temps, c'est un peu que un truc tu vois, genre en mode... Ouais, c'est pas la meilleure des manières. C'est pas le viol en soi qu'il faut punir, mais juste commencer par ça, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est très napoléonien finalement dans le geste. Genre, ça se veut progressiste, mais au final... Ragaillardi. Heureusement que lui croit en son génie. Oui, argument utilitariste, exactement. Envie de monter à Paname et tout niquer, oui. 2 ans qu'il attendait ça. Alexandre Dumas ne se lasse pas de contempler son nom qui s'étale en grand sur les affiches de la Comédie Française. Ce soir, c'est la première d'Henri III et sa cour, sa pièce. Avant de venir, il a fait un détour par le Palais Royal. Non seulement il a donné sa démission, mais il a eu l'audace d'inviter son ancien patron, le duc d'Orléans, à sa première. Louis-Philippe n'a rien promis à son ancien copiste, mais la perspective d'élargir son influence à la jeune génération... Attends, Louis-Philippe. Voilà, contre-révolutionnaire, Delacroix, ils étaient fans de Delacroix. Mais attends, il est pas encore au pouvoir, Louis-Philippe, c'est encore un œil qui espère prendre le pouvoir. Il a toujours pas été sur le trône de la Latina, c'est encore... Non ? C'est encore Charles X, là. n'est pas pour lui déplaire. Il reste quelques heures avant le lever du rideau. Alexandre ne tient pas en place. Il ne faudrait pas qu'un grain de sable enraye la mécanique de son spectacle. C'est pas Il 48. doute de tout. Attendez. C'est centre droit. On est en quelle année? On est en monarchie de juillet, c'est 37. Ah oui, c'est 37, 39, 37. C'est quoi ça encore? En vrai, pas mal le doc. Je sais jamais. Attends. 30? Non, c'est 30, c'est la révolution de 1830. Oui, c'est pour ça qu'on débattait du tableau de Delacroix l'autre fois. Les costumes sont-ils assez somptueux? Les accessoires sont-ils assez réalistes? N'y a-t-il pas une meilleure réplique à trouver à l'acte 3? Où sont ces acteurs? Mais en gros, oui, Louis-Philippe, si vous voulez, c'est un peu le fantasme de ce que font ces mecs-là du parlementarisme anglais. C'est qu'en soi, un roi, c'est bien, mais il faut que la bourgeoisie ait un peu le pouvoir quand même à l'Assemblée. Globalement, c'est ce qu'ils pensent. Globalement. Et pour l'époque, le chat, bah ouais, c'est un peu... voilà quoi, c'est centre-gauche. Raccord. Il faut plus de sentiments, plus de rupture. Et il ne s'agit plus de jouer d'un côté le drame et de l'autre la comédie, mais de mêler les deux ensemble. Il faut que les répliques fassent mouche. Un dernier tour dans les coulisses, quelques mots d'encouragement à Firmin, son acteur principal et ami, et la pièce peut commencer. Ok, Papa Lenny, je sais pas. Ce 11 février 1829, dans la grande salle de la Comédie Française, la première représentation n'est pas un succès, c'est un triomphe. Alexandre ne peut s'empêcher de sourire en voyant Louis-Philippe lui-même l'acclamer. Ce soir, c'est lui le prince de Paris. Il a réussi. Mieux, il a devancé Hugo. Sa pièce Cromwell n'a pas passé la censure. Alexandre Dumas exulte. Il a pour lui la jeunesse, la beauté et le succès. À 27 ans, l'avenir lui appartient. C'est la Zawanite. De fou, vous avez... Bref, vous commencez à capter. Non, j'aime bien votre vivacité. Vous commencez à capter, vous commencez à tout capter. J'aime très bien ce qui se passe dans votre cerveau. Ah mais j'abuse. Depuis Physiologie du mariage, Balzac sent qu'il commence à trouver son style et sa voix. C'est quoi ça qui est construit là? C'est un arc de triomphe? Il vient de publier Les Chouans, un roman qu'il a signé de son nom pour la première fois. Sa volonté infaillible est en train de le mener là où il doit être. La critique loue son sens de la description et surtout la vérité des caractères de ses personnages. C'est d'un pas léger donc qu'il se rend chez Victor Hugo. Le voilà. En Sartoussard, c'est quel membre de la Zawa que vous voyez pour être député? Moi, Cassandre le chat, hein. Moi, je suis désolé, je n'ai qu'un rêve, c'est que Cassandre au pouvoir. Genre vraiment, je veux Cassandre
en full manie, en train d'actualiser tout le monde, de montrer que son choix est le choix le plus rationnel, avec la meilleure des jurisprudences, montrant tout un justificatif scientifique pour dire j'ai raison. Cassandre dictateur, hein, moi je signe, hein. Cassandre le roi. Ouais, vraiment premier degré, je le pense, je dis ça un peu en rigoler, mais la vie de ma mère en tant qu'homme politique, la vie, il ferait trop le taf. Voilà enfin dans le cercle tant convoité des auteurs. Après, la vérité, Wissam, il a une DA Lénine. En fait, c'est pour ça qu'en fait, je peux pas dire député Wissam, parce qu'il a trop une DA Lénine. Il est chauve déjà. Ça fait déjà 90% du taf. Le Cénacle lui ouvre ses portes. En fait, Wissam, il a le sens du clash comme Lénine, il a le sens de la théorie comme Lénine, il a le sens il bouffe des livres comme Lénine. Non, on continue. Il est chauve comme Lénine. On continue. Il porte des casquettes moches comme... Non, je rigole. J'arrête. Pardon, j'arrête. Hugo est survolté. 1 an après Dumas, la Comédie Française daigne l'accueillir. Sa pièce, Hernani, a miraculeusement passé la censure. Mais les classiques sont à l'affût et ne viendront que pour siffler le spectacle. Hugo parle à ses amis comme un général à ses troupes, comme si cette soirée allait décider de leur vie. C'est le combat de la jeunesse pour la liberté de l'art. Il faut une salle comble, une presse enthousiaste, bref, un triomphe. Il veut que tout ce que Paris compte d'artistes, de musiciens, de poètes, d'écrivains et d'étudiants soit là pour contrer la vieille garde. 100 places leur seront réservées tant que la pièce sera à l'affiche. Gérard de Nerval, étudiant frondeur, boit les paroles de son idole. Et il brûle de retrouver son ami Théophile Gautier pour le mettre dans la confidence. Je veux lire le livre Irado là, dans l'histoire du romantisme, je veux trop l'acheter. Mais il est dans nulle part à Paris. Il a 22 ans, Théophile 19. Oui, c'est un peu moufette Gérard de Nerval, je suis tout à fait d'accord. Ils ne se quittent plus depuis le lycée Charlemagne. Ils ont grandi en lisant le poète. Il a réchauffé leurs tourments d'adolescents et nourri leurs premiers écrits. Les voilà, soldats d'Hugo. Ce 25 février 1830, c'est le jour de la première. Et dès le matin, Hernani enflamme déjà les esprits. Nerval et Gautier se préparent. Tout compte. Les cheveux d'abord, car ce seront leurs belles crinières contre les crânes chauves et blanchis des vieux académiciens. Leur fraîcheur contre la décrépitude. Le romantisme contre le classicisme. Oh là 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 là, le banger, le poulet. Les voilà en bande, prêts à donner l'assaut sur la Comédie Française. Dégagez, vieux grisâtres, retournez croupir dans vos académies. C'est toute la rigidité et les règles des classiques qu'ils envoient promener. Bande organisée. Ce soir-là, ils gagnent la partie. Leurs bravos survoltés couvrent les sifflets et les hurlements révulsés. Le lendemain, ils perdent, mais se reprennent le jour d'après. Et c'est ainsi durant 4 mois. La salle est devenue la scène. On vient pour applaudir ou pour siffler. On ne parle plus d'Hernani, mais de la bataille d'Hernani. Victor Hugo ne pouvait rêver meilleure publicité. La salle est comble chaque soir. Mais bientôt, le pays rappelle aux artistes ce qu'est réellement un champ de bataille. Depuis des mois, députés et journaux libéraux attaquent Charles X et sa cour qui dérive vers la monarchie absolue. Charles X réagit le 25 juillet 1830 en faisant publier plusieurs ordonnances. La Chambre des députés est dissoute, la liberté de la presse est suspendue. Dans les jardins du Palais Royal, Alexandre Dumas est stupéfait. Le succès de ses dernières pièces lui a apporté la notoriété et une certaine aisance financière. Il devait partir ce jour même pour un voyage à Alger. Il annule tout. Il sent que l'histoire est sur le point de basculer. Il ne veut rien manquer de ce qui se prépare. Le 27 juillet au matin, quelques journaux publient une tribune, signée par 44 journalistes.
Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de l'égalité qui commande l'obéissance. Nous lui résisterons pour ce qui nous concerne. C'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance. Sous les huées de la foule, la police et les gendarmes enfoncent les portes des journaux d'opposition. Et là, c'est un truc de fou, mais que j'avais appris moi quand j'avais étudié, parce que en fait, cette troupe qui a fait ça, là, que vous allez voir, c'est une troupe aussi qui a agi en Algérie avant, je crois, et qui étaient des gens qui étaient de l'armée en Algérie, bref, je crois un truc comme ça pour... je crois qu'il y a un dièse comme ça, moi j'ai lu un dièse comme ça. Mais genre aussi c'est un truc de fou parce que bah là t'as vraiment des gardes, enfin des... C'est pas des gardes, t'as des... Voilà quoi, t'as des soldats qui tirent sur des Français en vrai. Après oui non c'est pas tant un truc de fou en vrai. Mais je sais pas pourquoi c'était un truc de fou. Moi je faisais une corrélation entre les gilets jaunes et la guerre d'Algérie. J'avais une take de fou sur cette histoire avant mais voilà, j'ai fumé trop de shit. Pour saisir les presses. Ah non, c'est en 48 où il y a des mecs qui tirent sur... Ah, je sais plus, bref. Les ouvriers typographes sont malmenés et jetés dehors. Ils se rendent aussitôt maîtres des rues. Une charrette renversée, ah oui, c'est ça, quelques pavés arrachés, et c'est une barricade qui se dresse. Les étudiants qui se battaient hier pour Hernani viennent gonfler les rangs. Il fait chaud. Les rues de Paris sont étroites. En quelques heures, la ville devient un champ de bataille. Parce qu'il faut savoir le chat qu'en vrai la colonisation de la guerre d'Algérie elle a aussi été voulue du fait que Charles X il voyait qu'il devenait impopulaire dans son propre bled. Et qu'est-ce qu'il y a bien comme en 70 avec la Prusse, qu'est-ce que rien de mieux qu'une guerre extérieure pour refaire valoir la ferveur de son unitaire intérieur. Genre et du coup en vrai de vrai, les Français savaient qu'ils étaient fautifs vis-à-vis du fait qu'ils devaient rembourser des dettes aux Turcs et aux Dey d'Alger. Mais, comme ça servait le narratif, oui, ils voulaient raviver les conquêtes napoléoniennes, oui, de fou, voilà. Et comme qu'ils voulaient refaire revivifier les conquêtes napoléoniennes, recréer cette symbolique-là, tout ça, il a dit, eh, vas-y, on colonise ma gueule. Eh, on sait maintenant, on sait. On entend des coups de feu. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La troupe a tiré sur la foule. La protestation se change en insurrection. Le peuple crie vengeance. Alexandre Dumas ne regrette pas d'être resté. Il a troqué sa... Quelle année la colonisation de l'Algérie? C'est 29-30, c'est 29-30. Mais la résistance commencera au même moment. Plume contre un fusil. Le sentiment républicain n'est pas mort. Chaque regard qu'il croise semble en dire autant. Acclamé par les insurgés, Dumas monte sur les barricades comme sur une scène. Il porte la veste de général de son défunt père. Si seulement il pouvait le voir. Son père serait fier qu'il rejoigne le combat pour la liberté. L'homme de théâtre ne craint pas la mort quand il s'agit de se battre contre l'injustice d'un pouvoir autoritaire. Il exhorte la foule au son de la Marseillaise. Aux armes! Toute la journée, les combats font rage. Puis le jour suivant. Le 29 juillet, le Louvre tombe. Puis le palais des Tuileries. Des soldats ont rejoint les insurgés. D'autres battent en retraite. Lorsque le soleil se couche, le peuple s'est rendu maître de la capitale. Le drapeau bleu, blanc, rouge flotte au-dessus de Notre-Dame. La République! Dinguerie un peu. Il n'aura fallu que 3 journées, les 3 glorieuses, pour faire basculer le régime. Louis-Philippe, duc d'Orléans porté au pouvoir par les députés libéraux, accepte de s'asseoir sur le trône de son cousin Charles X. Louis-Philippe Ier, roi des Français. Dumas n'est pas dupe. La cocarde et le drapeau tricolore ne le trompent pas. On vient de faire un nouveau pas en arrière. Parce que en vrai, ce qui est contradictoire, c'est que c'est quand même un peu fou quand même. Hein. Parce que c'est pas la République, ça reste la monarchie. On est d'accord ou pas? On est d'accord? C'est bizarre un peu. Cette histoire orléaniste, elle est quand même traversée ce drapeau. C'est fou. C'est fou. Après, ça justifie plein de trucs. Hein. Faut savoir aussi que c'était le petit-fils... Non, comment ça s'appelle? Bref, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais il y avait un des descendants des Orléans, quand il y avait la crise de la 4ème République, qui avait discuté avec De Gaulle au moment de l'écriture de la Constitution de la 5ème. Et en vrai, De Gaulle, il était tenté. Hein. Il a dit, ah ouais, je vais croquer un peu à vos délires orléanistes, là, en vrai. Ça a l'air sympa, un peu. Il a dit sexy, tout ça. Bon, au final, ça a donné la 5ème.
Mais du coup, je suis assez d'accord avec vos comparatifs entre Louis-Philippe et la 5ème République. C'était juste pour vous dire ça. La liberté s'éloigne encore. Ah, c'est pour ça que tu comparais Maths de Culture, ok. Delacroix était chargé de protéger les œuvres dans le palais du Louvre. Il n'a pas participé au combat, mais il a aimé revoir flotter le drapeau tricolore dans les rues de la capitale. Il s'est laissé enivrer par le vent de liberté que les Trois Glorieuses ont soufflé sur Paris. Et c'est ce qu'il va peindre. Ah oui, c'est vrai, tout simplement. De Gaulle, lecteur de Maurras, Action française, royaliste orléaniste. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais Ardisson, il a une take sur ça. Pour refaire valoir... Vous savez qu'Ardisson, il a écrit un bouquin sur Louis-Philippe, sur les descendants de Louis-Philippe, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et lui, un peu son truc... Bon, bien sûr, je pense que c'est pas lui qui l'a écrit. Il a un co-auteur qui est historien lui-même, blablabla, bref. Mais j'allais dire quoi? J'allais dire... Oui, lui, il était en mode, mais le problème avec la royauté, c'est qu'en soi, c'était pas si mal, mais qu'on a laissé ça à Charles Maurras et à l'Action française. Parce qu'en vrai... Non, mais Ardisson, c'est un problème quand même un peu. Hein. C'est vraiment un problème. Hein. Après, voilà, moi, il y a un truc où un peu, c'est vraiment le diable, quoi. C'est qu'il a un génie malicieux qui est un peu dans... qui est fascinant de manière morbide. En même temps, ça reste ce fils de pute, mais bon. Et puis par contre, moi j'ai de l'admiration pour le parcours. J'avoue que le parcours, il est un peu incroyable. Et en même temps, quand tu regardes le détail, t'es là en mode ah, non, en fait, c'est pas si incroyable. Ça dépend de comment tu regardes. De loin, ça va, de près, ça va pas. Depuis des semaines, il multiplie les esquisses, les dessins préparatoires, travaille la composition. Ok, Maths. Louis-Philippe, porté par la bourgeoisie libérale, a choisi le drapeau tricolore pour fédérer le peuple autour de lui. Delacroix veut plaire au monarque. Il y aura donc un drapeau au centre du tableau. Mais c'est une femme qui le portera, déesse mythique de la liberté. Les Trois Glorieuses ont remis les femmes au combat. Elles font partie de ce peuple de Paris, de cette jeunesse pleine de fougue qui s'est dressée contre l'oppresseur. Pour autant, il ne veut pas oublier les morts. Il va peindre les insurgés comme il les a vus, au plus près du réel. Delacroix travaille jour et nuit. Je suis désolé, c'est pas un tableau contre-révolutionnaire. Hein. Et en seulement 3 mois, il termine sa toile. La récompense est à la hauteur de son acharnement. Après, est-ce que dans les seins nus, faut pas voir une symbolique de Romulus et l'autre là, l'autre con là, Romulus et Rolus là, je sais plus comment il s'appelle là, mais qu'on tu sais, il y a un truc, il y a une statue romaine, Rémus, oui c'est ça, mais qui t'aide des seins pour survivre, un truc comme ça. En vrai, peut-être qu'il y a une dimension misogyne derrière le délire progressiste, un peu. La Louve, c'est ça. Salon de peinture de 1831, le ministère de l'Intérieur achète le tableau. Oui, c'est la symbolique de la mer. Ok, on est d'accord. Ok, j'étais sûr, c'était sûr. Et au passage, Louis-Philippe décore le peintre de la Légion d'honneur. Non, parce que du coup, par contre, dans ça, quand bien même il y a une intention progressiste, je vois la dimension réactionnaire quand même, tu vois. Du coup, je comprends un peu plus le vieux, mais bon. En fait, je sais pas, l'œuvre, elle est magnifique pour dire que c'est contre-révolutionnaire, quoi. Mais bon, historiquement, ça reste un peu vrai. Mais c'est pour mieux étouffer l'artiste sous l'hommage. Oh, go refaire ce tableau avec Ouria. Quelques semaines plus tard, la liberté... Des fois, je vous jure, pour le bien de la sacralité symbolique que vous voulez donner à Ouria, laissez Ouria tranquille, je vous jure. Je vous jure. Guidant le peuple est décroché et envoyé dans les réserves. Les monarchistes y voient la glorification de la révolte populaire. Louis-Philippe n'a d'autre choix que de composer avec tous, s'il veut rester sur le trône. Victor Hugo n'a pas pris part aux Trois Glorieuses. Il a quitté Paris aux premières barricades pour mettre les siens à l'abri et protéger la naissance d'Adèle, son 4e enfant. Depuis qu'il est rentré, il ne quitte plus sa table de travail. Accaparé par la bataille d'Hernani,
il n'a toujours pas écrit le roman que lui a commandé Gosselin, son éditeur, il y a 3 ans. Hugo n'a plus le choix. S'il ne rend pas le manuscrit, ce sera le procès. Heureusement, il sait ce qu'il va écrire. Un roman historique, avec pour personnage principal Notre-Dame de Paris. Menacé de destruction, Hugo s'est pris d'amour pour la vieille cathédrale parisienne. Il aimerait la sauver. Notre-Dame ouvre ses portes à l'imagination du poète. Peu à peu, il pénètre les secrets de la pierre. 5 siècles d'histoire se déroulent à l'ombre de ses murs. Enfer et purgatoire grondent sous l'ogive des portails. La beauté côtoie la laideur, le sublime, le grotesque. Pureté et monstruosité s'affrontent dans la lumière de ses vitraux. La belle Esmeralda, mise à mort par le terrible Frollo, bouleverse la triste existence de Quasimodo le bossu, qui fuit la violence de ses frères humains. C'est vraiment ce nœud, il a la Tina. Hein. Au sommet de l'édifice, le drame se noue. Vraiment, ce même, il aura détruit mon cerveau, je pense. Faut que j'arrête. Je le calque surtout. Oh là là, pardon, c'est un PB un peu. Le destin tragique d'Esmeralda et du bossu scelle à jamais l'immortalité de la grande dame de pierre. L'église grise, abandonnée, délabrée, devient un monument de poésie, gardienne des prières, du génie et de l'élévation des hommes. Paris semble se prosterner à ses pieds. Hugo a réussi à entrelacer sa vie et celle du monument. La postérité de l'un n'ira plus jamais sans l'autre. Dinguerie. C'est une dinguerie. Au printemps 1831, le roman Notre-Dame de Paris est un énorme succès. Les Parisiens redécouvrent la cathédrale et s'arrachent le livre. Charles Gosselin se frotte les mains. Comme PNL avec la tour Eiffel en fait, mais c'est réel hein. Waouh, mais c'est tellement vrai. Désolé, on fait les bandeurs vite fait là. Mais c'est vrai en vrai. C'est vrai, après je le savais déjà. Mais le fait que tu compares comme ça, flat, le semblant de culture légitime que je fais semblant de mimer pour vous animer ce stream. Du coup je suis content. Il attend maintenant avec impatience le livre que Balzac lui a promis. Tout éditeur doit composer avec l'ego, les lubies et les retards de l'écrivain. Putain, le problème de Zawa Prod, ça. C'est vraiment les problèmes de Zawa Prod, je vous jure. Balzac n'en finit pas de réécrire. Il remanie sans cesse certains... Attends, je réécris ma vidéo. Attends. En fait, non. En fait, ça, je l'ai mal dit. En fait, non, je suis pas sûr de ce que je veux faire. Non, en fait, attends. Oui, non. Chapitre. Il a déjà livré 5 versions de la préface. Mais cette fois, c'est promis. Plus que quelques retouches. Les dernières. Bien sûr, une petite rallonge financière ne serait pas de refus pour terminer. Quel malin, hein. Ah, ça, c'est Aurore Dupin, baronne du Devant, part à la conquête du monde littéraire parisien. Son assurance attire les regards. À 28 ans, mariée et mère de 2 enfants, elle n'a pu se résoudre à ne jouer que le rôle d'épouse. Elle a obtenu de son mari l'autorisation de s'installer et de travailler la moitié de l'année à Paris. Elle se sent enfin vivre. Si elle porte des pantalons, ce n'est pas une lubie, mais l'expression de sa liberté. Elle a toujours son permis de travestissement en poche. C'est une dinguerie, ça. Permis de travestissement. Elle est LGBT, là. Vous en pensez quoi, en vrai? Non, en vrai, il n'y a pas des LGBT qui ont un avis là-dessus, qui ont les datas. En vrai, parce que même moi, ça m'a fait tiquer quand j'ai vu l'existence de ce truc. Genre, c'est une dinguerie, un peu, hein. Wesh.
Mais en plus, c'est trop bizarre parce que c'est l'État qui t'autorise à te travestir. C'est un peu... Je sais pas, c'est bizarre un peu. Il y aura un Foucault, il y aura un Cassandre qui nous écrira un truc là-dessus un jour peut-être. Se faire arrêter. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez un éditeur. Depuis l'enfance, Aurore n'a jamais cessé d'écrire, persuadée qu'il faut changer l'opinion pour préparer les améliorations sociales de demain. Elle se réjouit de devoir gagner son indépendance à la force de sa plume. Balzac a mis un point final à son roman La peau de chagrin. Mais il n'arrive pas à se séparer de son manuscrit. Il retarde le moment. Oui, Gosselin peut bien attendre encore un peu. Une fois imprimé, c'est terminé. Il ne pourra plus rien améliorer, sans compter l'attente qui précède les premiers retours du public. Que d'inquiétude. Eh, le chat, il me faut que j'aille chercher de l'eau. Est-ce que je peux mettre pause? Vous m'autorisez à mettre pause, il reste 10 minutes. Vous m'autorisez à juste chercher de l'eau, parce que je vous avoue, je m'éteins et j'ai soif. Oui, bien sûr, merci. Je vous mets quoi? Ndolé, un truc de ouf. Airbnb, attitude. Non, je vais pas la remettre parce que c'est pour ça que je vous ai saoulé avec ce son. Qu'est-ce que je vous saoule là en ce moment? Je vous saoule avec quoi là? Ouais, ça c'est bien, je peux vous mettre ça, c'est bien. C'est correct, c'est cool. Simple. Oui, c'est demain le feat avec Okelou. C'est bientôt l'album là, c'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? C'est le 17, non? Peut-être on fera une première écoute. Allez, on est reparti. Non, c'est pas ça, c'est ça. Il doit y croire. Putain, j'ai envie de vous spoiler un truc, mais en vrai, je vais pas vous le spoiler. Il a mis toute son énergie à composer l'histoire de ce jeune écrivain sans le sou, auquel un antiquaire propose une peau magique qui exaucera tous ses désirs. Mais il y a une condition. Chacun des vœux qui se réalisera raccourcira la durée de ses jours. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu? Que peut bien désirer un jeune homme si ce n'est la gloire, l'amour et la fortune? Balzac est comme son personnage, il veut tout. Et ce que sa naissance modeste ne lui a pas donné, il le prend. Ah non, il est même pas d'une famille de bourges, putain, je pensais que c'était un bourge. Comment il a fait pour emprunter 50 000 francs? 50 000 francs à sa famille, c'est même pas une famille de bourges. Très orientaliste ce délire. Quel délire, excusez-moi? Ah oui. Bon, après, c'était la mode à l'époque. C'était comme ça. Honoré Putain, de Balzac. En vrai, moi, je trouve qu'il y a des trucs stylés dans les bails orientalistes. Hein. Au-delà des fantasmes, des harems, etc. Franchement, je sais pas. Genre, la section au musée d'Orsay, je vous jure, elle est incroyable, le chat. Bien sûr qu'il y a un rapport fétichiste, mais même dans les délires naturalistes et orientalistes qu'il y a pu avoir, il y a une forme de sublimation de la nature où ça représente des lions, comme si c'était des trucs en feu. Genre vraiment, c'est magnifique en vrai quand tu... Ou les traversées de désert à dos d'éléphant. Genre, je sais pas. Tu vois, je sais qu'on est dans le fétichisme. Mais quand tu regardes ça, t'es en mode waouh, c'est magnifique, je sais pas. D'être édité. Honoré attend avec impatience l'avis de son amie Aurore Dudevant. Même si elle s'amuse de son nouveau titre de noblesse, elle a adoré le roman. Elle aussi a décidé de créer sa légende. Elle va signer Indiana, le premier livre écrit de sa seule main, du nom de George Sand. Un prénom d'homme pour un ouvrage qui dénonce la difficile condition des femmes. Balzac l'encourage. Il admire cette femme de caractère. George Sand apprécie que son amie la traite en égale, sans considération de sexe. Elle se sent à sa place dès qu'il s'agit de parler art, littérature et politique. Ah, c'est ça les bails des physionomistes là. Putain, j'ai confondu tout à l'heure. Depuis quelques semaines, la poire est devenue le fruit préféré des Parisiens. Ça, c'est une dinguerie un peu. L'idée est venue de Charles Philippon, antimonarchiste et patron de 2 journaux. La Caricature et le Charivari. Croquer le roi en poire. C'est tranchant comme une lame. Ça se répand plus vite qu'un pamphlet.
Le peuple, majoritairement illettré, se régale. En quelques semaines, les poires envahissent les murs de la capitale, puis de la France entière. Honoré Daumier travaille pour le journal La Caricature. Il n'a que 23 ans, mais il a déjà un regard acéré. Et ses caricatures font fureur. C'est une dinguerie. L'idée du jour, le roi Poire devient Gargantua. Il avale les économies d'un peuple affamé et délivre par son royal postérieur des décrets favorables aux notables et aux bourgeois. C'est un peu moufette, hein. Louis-Philippe est atterré. Lui qui a redonné la liberté aux journaux devrait en faire les frais? C'est mal le connaître. Il sévit aussitôt. 6 mois de prison pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement. Waouh. Attaquer le pouvoir passe encore, mais attaquer le roi lui-même, c'en est trop. Daumier et son patron Philippon se retrouvent derrière les barreaux. Alexandre Dumas ne s'était pas trompé. Un roi reste un roi. Qu'il soit de France ou des Français, il ordonne et le peuple se doit d'obéir. La prison de Sainte-Pélagie est un joyeux fourre-tout de prisonniers politiques, de penseurs, de journalistes républicains, de poètes ou encore de bourgeois ruinés. Une sorte de bottin mondain un peu hétéroclite du contre-pouvoir. Moi, je les aime bien, eux. Dans ce décor, Philippon... C'est pas là où il y a les bails où en fait au début ils ont eu l'idée de subvertir les délires de banquets. En fait, c'est pas Louis-Philippe, il voyait qu'en fait son régime il était de plus en plus impopulaire, du coup il organisait des banquets. Et en fait après là c'est là où t'as eu des mecs qui venaient de ces clubs là qui allaient pour crier à la République parce qu'à la fin ça trinquait etc. Y a pas un dièse comme ça? Pont et Daumier sont en terrain conquis. On appelle même Daumier Monsieur Poire. Oui, les banquiers républicains, mais oui, voilà, c'est ça que Léaumont en plus il veut faire, ce con. Il me termine, Léaumont, la vie de ma mère, il me termine. C'est vraiment ce vendeur. Et en vrai, il a vraiment la DA. Pour incarner ce qu'il va incarner. Ça me tabasse. Le pouvoir ne s'en prend pas qu'à ses opposants. Il a emprisonné un rêveur. Gérard de Nerval est là, lui aussi. Il a été arrêté lors d'un défilé étudiant réclamant la République. Il est pourtant moins politisé que son ami Gautier, mais toujours prêt à s'enivrer et à faire du tapage. Et cette jeunesse bruyante effraie le pouvoir. La police l'a même accusé de complot contre l'État. En fait, c'est Moufette dans la caricature, mais j'ai l'impression que c'est plutôt moi, ça. Pourtant, le jeune étudiant rêve moins de politique que de poésie. Heureusement, les murs de la prison sont poreux. Et son ami Théophile Gautier lui passe régulièrement des livres. Nerval est passionné de littérature romantique et fantastique allemande. Il est bilingue et a déjà traduit Faust. Goethe lui-même l'a félicité. « Je ne me suis jamais si bien compris qu'en vous lisant », lui aurait-il écrit. Ah ouais, le flex. Alors, sur sa lancée, Nerval a profité de son temps de détention pour traduire quelques-uns des contes d'Hoffmann et des poèmes de Schiller. Encore quelques journées interminables à patienter et il pourra sortir d'ici. Retrouver sa liberté. Et c'est Gautier qui l'attend à sa sortie, trop heureux de retrouver enfin son compagnon d'aventure. Pour Gérard, c'est maintenant décidé. Quitte à affronter la colère de son père, il va lui annoncer qu'il abandonne ses études de médecine. Il sera poète. Théophile l'emmène au concert pour fêter sa libération. Ce soir, Berlioz donne sa symphonie fantastique. L'année 1832 se termine. En ce 9 décembre, une foule impatiente se presse dans la salle du Conservatoire de Paris. C'est Hernani, non? Hector Berlioz a réuni un orchestre immense pour faire jouer sa symphonie fantastique. Mais il est nerveux. Harriet Smithson n'est pas là. Il l'a pourtant invité, il lui a réservé une loge. Il voudrait enfin ne plus être invisible à ses yeux. Ah, j'ai mal pour lui, mesquin.
Ses amis, Frédéric Chopin et Franz Liszt, sont venus l'encourager. Mais du coup, pourquoi vous, les fans de musique classique, vous dites que écouter ces mecs-là, c'est trop facile du coup, et qu'en vrai, les gens qui écoutent que Berlioz, Chopin, tout ça, ils ont pas vraiment de culture musicale en termes de musique classique. C'était quoi le truc que Cassandre, il expliquait? Après, il y avait des gens dans le chat qui avaient précisé. Ah, personne ici qui va ressortir la take. Berlioz, la promesse de Zawa Prod. Personne dit ça. Qui dit ça? Je vous jure, il y a un stream de Cassandre, il a parlé pendant 1 heure, c'est trop intéressant de musique classique, il y avait des gens qui disaient ça. Je vous jure, c'est vrai. C'est que c'est devenu le classique. Ok. Harriet Smithson a hésité jusqu'au dernier moment. Elle n'a jamais prêté attention aux déclarations enflammées de Berlioz, mais elle a découvert par ses amis que c'est pour elle que ce jeune homme a composé une symphonie. C'est l'histoire d'une idée fixe, d'une passion amoureuse. Ce soir, Berlioz dévoile son âme. MDR Continenti. Bon, si t'assumes, ça va alors, t'as le droit d'être élitiste. D'entrée, flûte, hautbois et clarinette sonnent comme des voix. Cet orchestre murmure, puis crie les sentiments, les espoirs et l'abattement d'un homme. Ce soir, ce que les poètes font en vers, Berlioz le fait en musique. La symphonie s'insinue et s'écoule en chacun d'eux. Victor Hugo? Elle dessine des paysages intérieurs. Ah oui, c'est vraiment en mode... Mais en plus, il y a grave... Mais attends. Comment? Attendez, Chateaubriand. Parce que en vrai, le tableau que tout le monde a en tête quand on pense au bouquin de Chabot, Mémoire d'outre-tombe, là, c'est pas de lui. C'est pas de lui. Sauf qu'en fait, pourquoi Chateaubriand il bandait sur ce tableau? Parce que ça représente genre l'homme qui s'oppose aux forces de la nature et que c'est un peu l'image un peu napoléonienne de l'homme qui est prêt à partir au combat contre vents et marées, quoi. C'est ça le délire. Et que Chateaubriand, lui, ça le faisait bander et que c'est un peu ce qui l'image dans Mémoire d'outre-tombe, non? C'est pas un allemand le tableau? Si, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, putain. Ok. Caspar Friedrich. Oh, regardez, c'est ça. Et ça, pour moi, on m'avait dit... Alors, peut-être que je dis de la merde. Non, vas-y, j'arrête avec le naturalisme. Je vous ai assez cassé les couilles. C'est bon, j'ai assez fait le forceur. Friedrich. Voilà, c'est ça. Après, bon, c'est encore dans l'imaginaire de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui, ce tableau. Mais après, il est magnifique en soi, hein. C'est il est très Eren Yeager. Bon, du coup, il est d'extrême droite. Après, moi, j'avais une pote, il y a pas longtemps, on discutait beaucoup SNK. Et genre, elle était anti-RN. Et moi, je trouve que les gens, ils veulent trop être méchants avec RN. Et il y a un truc un peu où, vas-y, faut lui pardonner un peu. Genre en mode, je dis pas qu'il a raison, au final, ça reste quand même une merde qui veut génocider le monde. C'est quand même un PB. Mais faut être empathique vis-à-vis du parcours. Il y a un truc où il a porté trop de trucs dans ses épaules en étant parano seul dans son coin. Et avec un truc qui le dépassait parce que l'histoire lui a imposé un rôle que lui-même n'aurait peut-être pas voulu dans son enfance, quoi. Il aurait voulu être heureux et aimer sa mère, quoi, globalement. Et c'est même marquant à quel point t'as tout le passage où sa mère elle meurt, qui est une symbolique de rupture vis-à-vis de justement, tu vois, le côté paisible de sa vie, où il se demande juste ce qu'il y a au-delà du mur, mais quand même, bah ça va, il va à l'école, il a papa-maman, et à partir du moment où les gens rentrent dans le mur et que sa mère elle est morte, bon bah il sait que voilà quoi, il va être obligé de survivre et se battre, quoi. Et peut-être qu'en fait, ne pas savoir ce qu'il y avait au-delà du mur, c'était peut-être un peu plus rassurant. Et il aurait jamais devenu un mec génocidaire bizarre. Frédéric, oui, c'est plus le sublime
qui fait que la nature nous écrase un peu. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en école d'art. Après, c'est vrai qu'il y a un bal conquérant un peu. Ok, Ratotatou. Ok, putain, vous avez fait des écoles d'art dans le chat. Ok. Après, bon, faire de la littérature, c'est un peu faire de l'histoire de l'art au final. Hein. Oui, bon, bref, reprenons là. Parce que là, je pars en couille sur SNK, mais c'est juste parce que j'ai envie de défendre RN. Non, mais parce que la vérité, faut se réapproprier RN, faut pas le laisser à l'extrême droite. Pardon. Notre solitude au monde, des songes et des ombres. C'est l'œuvre du romantisme que de faire entendre le pouls de chacun. Ah ouais, Papa Léon, putain. Ok, j'avais pas noté ça. Et moi j'aime bien les délires d'animation en prenant des rêves de tableau. PJZ a dit que le docu était gaze. Harriet Smithson regarde Berlioz pour la première fois. Jamais elle n'avait senti son cœur battre si fort. Putain, il a réussi. Ce soir, l'amour a la puissance d'une vague. Ce soir, les cœurs sont tendres. Il est permis de rêver. Et bah voilà le chat. Qu'est-ce que vous voulez? Là on est dans le heading là. Parce que en vrai on pourrait continuer. Et la vérité on pourrait laisser ça pour un autre moment. Parce que en vrai il est 2h42. C'est vous qui décidez. Vous savez comment on comprend. Le docu était trop bien. Oui c'est bien. En vrai je peux comprendre aussi parce que c'est un peu... Ça fait... Oui je sais pas. Le délire animation ça reste un peu bizarre. Moi je trouve que ça va. Moi j'ai bien aimé. Je sais que je l'ai regardé sur 4 soirs. J'étais trop heureux à chaque épisode. Pour plus tard en vrai faut pas tout manger. On continue. Allez bonne nuit. Mais voilà. Mais après, ça vous a pas fait bander tout le début un peu sur la révolution esthétique du romantisme, comment il s'oppose au classique, comment il est en mode c'est bon, on va vous baiser, on va s'imposer, c'est Loon à la nouvelle génération, on va le faire, let's go. Non, ça vous a pas... Bref, on continue, sinon je regarde sans toi. Ah ouais, je dois dormir donc stop, go la musique. Ceux qui aiment pas sont mis aux muses, bonne nuit. Si de fou, non, si. Si, tout, moi ça a trigger mon hyper focus là, ouais. Bref, on continue. Non, mais en vrai, le chat, si vous me faites un... Non, bah après, j'ai pas envie... Enfin, ouais, j'allais vous négocier au train de live, je sais pas. Parce qu'en vrai, peut-être qu'il y a des gens qui veulent... On peut se faire ça sur plusieurs soirs aussi. On peut se faire ça un autre soir. Je bosse encore, moi, je suis chaud de continuer. On voit le pop rock pour nos cœurs. C'est bon, c'est fini.